reçois aujourd'hui le colonel Robardet. En fait, je ne le reçois pas, c'est lui qui me reçoit pratiquement à Nîmes. Merci, colonel, de me recevoir. Nous allons parler du Rwanda. Vous êtes vice-président de l'association France Turquoise qui représente les intérêts des militaires français mis en cause dans le génocide Tutsi au Rwanda de 1994. Vous allez nous en parler, mais est-ce que vous pouvez commencer par nous dire ce que vous faisiez au Rwanda en 1994, combien de temps vous y êtes resté? Alors, pour être précis, je n'étais plus au Rwanda en 1994. Ça commence bien, là, une interview qui commence bien. Je suis arrivé au Rwanda à la fin du mois de septembre 1990 et j'en suis reparti de même à la fin septembre 1993 après 3 ans de plaisance. C'est-à-dire que j'ai vécu au Rwanda la totalité de ce qu'on a appelé la guerre d'octobre par extension, qui a commencé le 1er octobre 1990 et qui a repris en 1991 sous le commandement de M. Kagame et qui s'est achevé théoriquement le 4 août 1993 à Arusha, par les accords de paix auxquels j'ai participé d'ailleurs, si on le verra par la suite. Voilà, alors pourquoi je suis allé au Rwanda? Précisément, d'abord, dites-nous la date de votre départ du Rwanda. Le départ du Rwanda, c'est pour la Saint-Michel 93. Oh là là. Je suis parti le 28 septembre et j'ai atterri à Roissy le 29 septembre au matin. Donc, on est 7 mois avant le début officiel, 8 mois avant le début officiel du génocide. Voilà, tout à fait. Alors, pourquoi je suis arrivé au Rwanda? Parce que, comme tout officier de gendarmerie, je faisais depuis 3 ans, en 90, ça faisait 3 ans que j'étais affecté à l'état-major de la gendarmerie, à la direction générale de la gendarmerie nationale à Paris, ce qui n'était pas vraiment le poste que je souhaitais, mais on est tous obligés d'y passer à un moment ou à un autre de notre carrière, et je souhaitais vivement retourner sous le terrain. C'était un mystère pour personne que je souhaitais partir dès qu'une occasion convenable se présenterait, et l'officier qui dirigeait le bureau des personnels le savait pertinemment. Et un jour, il est venu nous voir en disant, c'était au mois d'avril ou de mai 90, si mes souvenirs sont bons, en me disant, voilà, j'ai besoin d'un ancien commandant de section de recherche pour partir en Afrique, est-ce que tu es intéressé? Et il est 10 h du matin, tu as jusqu'à 14 h pour me donner une réponse. Donc j'ai appelé mon épouse, je lui ai dit, voilà, on me propose un poste au Rwanda. Pourquoi au Rwanda? Parce que le président de la République rwandaise avait fait une visite officielle en France au printemps 90. Et comme toujours dans ces cas-là, quand un chef d'État africain venait en France à l'époque, il y avait une liste de demandes de coopération qui avait été rédigée par l'attaché de défense sur place, qui était à l'époque le colonel Galinier, qui était passé par le ministère de la Coopération et qui était présenté à la direction de la gendarmerie, puisque la gendarmerie était la seule force de police vraiment efficace au Rwanda à ce moment-là. Et le président Habyarimana avait bien conscience qu'il fallait démocratiser son pays après 13 années de pouvoir. Il y avait eu quelques tentatives de coup d'État, il y avait eu quelques manifestations ici et là, quelques départs, dont celui de M. Kanyarangwe qui était parti prendre la tête du Front patriotique rwandais en Ouganda. Et donc il avait déjà envisagé de démocratiser le pays. Il y avait des discours qui parlaient d'aggiornamento déjà. Et bien avant le discours de La Gaulle, il a senti le besoin de moderniser son unité de police judiciaire qui avait une réputation épouvantable à l'époque. Ils avaient des techniques d'interrogatoire peut-être particulières? Sur les techniques d'interrogatoire qui n'étaient pas vraiment conformes au respect des droits de l'homme et à une véritable recherche de la vérité, de la réalité, tout à fait. Donc il souhaitait qu'on fasse un peu le ménage dans cette unité de police judiciaire, et c'est pour ça qu'on avait demandé un commandant de section de recherche. Comme j'étais quasiment le seul officier en position de partir en Afrique à avoir commandé une section de recherche, puisque en 90, les commandants de section de recherche relativement jeunes étaient relativement rares aussi, puisqu'on donnait souvent ça à des vieux soldats qui étaient fourbus de police judiciaire, qui connaissaient bien leur métier. Et donc, voilà, donc j'étais disponible et j'ai répondu oui, je pars au Rwanda quand tu veux. Donc il a fallu un certain temps
pour tout un tas de questions de remplacement dans mon poste à la direction de la gendarmerie, mise en route et compagnie. Ce qui fait que j'ai été mis en route après la visite du pape en août 90 et je suis arrivé à Kigali le 20 septembre 1990. Alors c'est une date pour ceux qui n'en sont pas familiers de l'histoire du Rwanda. C'est une date un peu pivot puisque ça correspond au début de la guerre entre le FPR et le régime d'Abiyarimana. Alors, c'est une date, le 20 septembre en soi non, mais la date pivot, c'est le 1er octobre. Donc le 1er octobre. Dans les mêmes eaux, vous arrivez quelques jours avant le début de la guerre. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, j'étais arrivé le 20 septembre, le temps que je reçois ma caisse de déménagement, que je fasse mes tenues, que je me présente, que je fasse les formalités. J'étais sur le point de prendre mon poste auprès de l'état-major de la gendarmerie le 1er octobre, mais je ne l'avais pas encore pris. Ce qui fait que j'étais disponible, entre guillemets. Car le 1er octobre 90, il faut prendre conscience que l'attaché de défense, qui était en même temps le chef de la mission d'assistance militaire, dispose en tout et pour tout d'un sous-officier secrétaire. Ils sont deux, lui et un sous-officier secrétaire. Et à partir du 1er octobre, et surtout à partir du 5, du 4 au soir même, à partir du moment où l'opération Norrois arrive sur le terrain, l'attaché de défense voit multiplier ses missions d'une façon totalement exponentielle, par 10 au moins. Et il n'a pas de quoi, matériellement et en personnel, faire face à tout ça. Et donc, très logiquement, il me dit, toi, tu débarques de Paris, tu connais rien, tu t'es pas encore présenté au Rwandais. En plus, tu viens d'un état-major parisien, donc tu sais ce que les Parisiens demandent en général. Donc tu vas rester à côté de moi pour m'aider à faire face à toutes les missions qui me tombent sur le dos. Et c'est comme ça que je serai assis à la droite de l'attaché de défense pendant toute l'année de présence du colonel Galinier dans un premier temps. J'espérais me libérer et retourner sur le terrain, c'est-à-dire au sein de l'état-major de la gendarmerie, lors de la relève d'attaché de défense qui a eu lieu à l'été 91, pardon. Mais sur les conseils du colonel Galinier, le colonel Cussac m'a gardé auprès de lui et je passerai finalement mes 3 ans à 80% aux côtés de l'attaché de défense. Donc, est-ce que c'était votre poste, est-ce que c'est devenu votre poste officiel, c'est-à-dire, est-ce qu'officiellement vous étiez attaché de défense adjoint en poste à l'ambassade, puisque ce qu'il faut dire, c'est que l'attaché de défense, pour beaucoup de gens, c'est une appellation mystérieuse. L'attaché de défense, c'est un peu le conseiller militaire ou le représentant de l'armée française au sein de l'ambassade du pays où il se trouve. Oui, l'attaché de défense, c'est l'adjoint militaire de l'ambassadeur, c'est le représentant de l'état-major des armées. C'est le numéro 2 de l'ambassade, c'est le numéro 3 en fait, parce que l'ambassade à Kigali, il y avait l'ambassadeur lui-même, il y avait le premier conseiller de l'ambassade qui faisait fonction de consul en même temps, et lorsque ces deux-là étaient empêchés pour une raison ou pour une autre, ou étaient absents, c'est l'attaché de défense qui devenait chargé de mission, chargé, c'est pas le terme, c'est pas chargé de mission, chargé d'affaires. Chargé d'affaires, merci. Et il devenait chargé d'affaires et il redevenait à ce moment-là représentant d'État français. Donc, officiellement non, je ne serai jamais l'adjoint de l'attaché de défense. Officiellement, je resterai toujours, théoriquement, attaché à l'état-major de la gendarmerie nationale, au bureau G3, organisation, emploi, formation. Mais dans les faits, je serai l'un des deux adjoints de l'attaché de défense, puisque on verra que par la suite arrivera un attaché plus militaire que moi, un officier supérieur des troupes de marine, qui lui sera l'adjoint militaire de l'attaché de défense. Concrètement, donc on rappelle, vous avez commencé à le dire, le 1er octobre, des troupes séditieuses rwandaises, le FPR, qui sont installés en Ouganda, attaquent, envahissent militairement le Rwanda, et à l'époque, ils arrivent à 80 km de Kigali, très rapidement. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est qui le FPR, comment ça se passe et pourquoi il y a une telle panique au sein de l'armée rwandaise face à l'avancée du FPR? Alors pour comprendre ce que représente le FPR pour les Rwandais, il faut faire un petit peu d'histoire. Je vais essayer d'être bref. Le Rwanda est une vieille entité
géographique, culturel, populaire, etc. C'était, je dirais pour faire court, que c'est un royaume qui revendique son existence depuis l'époque de Louis XIV à peu près, et qui était dominé par une ethnie ou par une classe sociale, suivant les versions, qui s'appelait les Tutsis, qui fournissaient les équipes royales, le Mwami, l'épouse du Mwami et tous les cadres dirigeants de cette nation. Donc le Mwami, c'est le roi du Rwanda. C'est le roi du Rwanda. Et la Mwami Kazi, c'est la reine. Donc, c'est eux qui dirigent ce pays. Il y a le roi, la reine, et puis une classe de nobles avec un système de Dubu Akwe, qui est un système pour essayer de donner... On ne peut pas parler d'esclavage, ce pas les esclaves, les Hutus ne sont pas les esclaves des Tutsis, mais il y a un système de soumission, de clientélisme qui les relie à cette classe dirigeante. Et tout ceci existe bien avant la colonisation, hein, ça existait en 85 lorsque le partage de l'Afrique est fait à Berlin. 1885, pardon, lorsque l'Afrique est partagée par les puissances à Berlin, aucun blanc n'a mis les pieds au Rwanda. Les Rwandais ne savent pas ce que c'est qu'un blanc. Même les Arabes qui assurent la traite des esclaves à partir de Dar es Salaam en direction de Mascate pour le sultan d'Oman, etc. Apparemment, ils ne sont pas arrivés ou très peu arrivés jusqu'à Kigali, puisque le Rwanda est à 1500 km au centre de l'Afrique, en gros. Hein. Et donc il restait en bas dans la plaine, il ne pouvait pas monter jusque-là. Donc en 1885, le Rwanda ne sait pas ce que c'est qu'un blanc, mais il est devenu la propriété de l'empereur d'Allemagne, puisqu'il est tombé dans ce qu'on appelle le Deutsche Ostafrika. Et les Allemands arriveront vers 1996, si je ne me trompe pas, pour coloniser, entre guillemets, ce pays. 1896, merci. 1896 pour coloniser ce pays. Et ils pratiqueront, avec très peu d'hommes pour occuper le terrain, ils pratiqueront le système de la gouvernance indirecte. Ils s'appuieront sur la caste dirigeante pour diriger le pays. Ça se passera très bien, jusqu'au cours de la Première Guerre mondiale. En 1916, les Anglo-Belges conquièrent le Rwanda, ils chassent les troupes allemandes sur la côte, et en 1920, au moment de la répartition des richesses de l'Allemagne, si je puis dire, les colonies allemandes sont partagées entre la Belgique et l'Angleterre. Le Rwanda et le Burundi passent sous un mandat de la Société des Nations à la Belgique, alors que le reste de la Just Africa, la Tanganyika à l'époque, devient la Tanzanie et sous colonie britannique. Voilà, donc les Belges qui remplacent les Allemands vont aussi, dans un premier temps, largement pratiquer la gouvernance indirecte. Bien qu'étant beaucoup plus présents que les Allemands, ils vont quand même respecter, grosso modo, l'autorité du Mwami et des Tutsis, qui considèrent comme des nobles qui n'ont rien à voir avec la population qui doit être de travailleurs. Et ceci fonctionnera à peu près jusqu'à la fin des années 50. À la fin des années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, sous la pression de l'ONU et des Américains, qui veulent mettre fin à la colonisation, au moment où on va remettre l'indépendance à ces pays, on s'aperçoit que ce sont les Hutus, qui commencent d'ailleurs à revendiquer sérieusement, qui sont largement majoritaires, environ 85% de la population, contre 4% de Tutsis. Et donc il y a un renversement d'alliance, on peut dire, entre les Belges avec les Hutus, de façon à confier le pouvoir aux Hutus, avec en plus un espèce de coup d'État à Gitarama qui précipite les choses. Et donc ça se passe assez mal à ce moment-là, les Tutsis le vivent mal, et émigrent en masse, principalement vers l'Ouganda, où ils rejoignent une partie de la population rwandophone qui depuis toujours habité dans le sud de l'Ouganda et qui n'est devenue ougandaise que par le miracle du partage des territoires entre les Belges et les Anglais, voilà, en 1921, qui ont fait une frontière qui ne respectait pas toujours le contour des populations. Puis en plus, c'est très difficile de définir à quel moment s'arrêtent les rwandophones et les ougandophones, etc. Et donc les Hima qui peuplent l'Ouganda sont très proches des Tutsis. Donc tout ça, c'est les cousins germains. Et donc les Tutsis qui fuient les exactions des Hutus ou qui ne veulent pas vivre sous le pouvoir des Hutus, parce qu'il y a les deux, quittent le Rwanda et se réfugient dans les pays voisins, le Burundi et l'Ouganda, et éventuellement un peu le Zaïre. On dit donc en réalité la naissance du FPR
elle ne date pas de ces premières exactions du début des années 60, mais on va créer une espèce de problème des réfugiés rwandais en Ouganda, qui va empoisonner la vie la vie politique intérieure rwandaise, et qui va déboucher sur la création du FPR dans les années 70. Alors il faut prendre conscience que si vous étudiez un petit peu l'histoire qui est écrite par les Belges de la révolution rwandaise de 59-60 dont je parlais, les rwandophones qui vivaient en Ouganda étaient déjà très présents dans la politique intérieure rwandaise. Ils intervenaient dans cette politique. Et c'est tout naturellement quand ils ont accueilli leurs frères venant du Sud qu'ils ont continué à vouloir intervenir dans la politique rwandaise. Alors dans un premier temps, ils n'avaient pas les moyens. Les Rwandais expatriés ont d'abord, pendant toutes les années 70-80, été mêlés aux soubresauts de l'Ouganda. Des soubresauts assez terribles, où là aussi il y a eu des crimes contre l'humanité en grand nombre pendant très longtemps. Et les Rwandais étaient le fer de lance des armées révolutionnaires qui ont bousculé Amin Dada dans un premier temps, Obote dans un deuxième temps, et qui ont porté Museveni au pouvoir. Museveni, dont on dit qu'il est apparenté aux Tutsis aussi d'assez près. Et donc, en 86, quand Museveni arrive au pouvoir en Ouganda, il avait promis aux Rwandais qui l'ont aidé à prendre le pouvoir de leur rendre l'ascenseur et de leur permettre de prendre le pouvoir à Kigali. En même temps qu'il fallait qu'ils se débarrassent des Rwandais, qui devenaient un peu embarrassants, parce que les Ougandais voulaient bien que Museveni prenne le pouvoir, mais ils trouvaient que les Rwandais prenaient beaucoup de place, et en particulier au sein de l'armée ougandaise, où ils tenaient les postes les plus importants. Et dont des personnalités qu'on va retrouver, déjà Kagame, mais le ministre de la Défense de Museveni est rwandais, et donc il y a un certain nombre de décisions politiques en Ouganda qui sont prises par des Rwandais qui deviennent gênants. Oui, le vice-ministre de la Défense, Fred Rugema, est un Rwandais. C'est lui qui dirigera l'attaque du 1er octobre 90. Mais dès avant 90, depuis des années, il y a des négociations qui sont en cours sous l'égide du Haut Commissariat aux réfugiés pour permettre aux Rwandais qui le désirent de revenir en Ouganda. Et tout le monde s'attendait à ce que le 1er octobre 90, il y ait une visite sous l'autorité du HCR, du Haut Commissariat aux réfugiés, d'une délégation du Fonds patriotique rwandais qui avait été créé en 86, si mes souvenirs sont bons, et qui pilotait un petit peu ces négociations pour ce qui était des réfugiés, et le gouvernement rwandais. Le gouvernement rwandais attendait cette visite le 1er octobre, c'était prévu. Il devait à ce moment-là aller visiter les lieux d'implantation où on pouvait accueillir les 10 réfugiés. Mais la délégation est arrivée en uniforme de l'armée ougandaise, avec armes et bagages. Elle a commencé par détruire le poste de gendarmerie qui était à la frontière, à Kagitumba, a massacré tous les gendarmes, et elle allait descendre sur Kigali en passant par Gabiro, et en se montrant très menaçante. Ce n'était pas du tout le mode de négociation qu'on attendait à Kigali. Est-ce que l'armée rwandaise était de taille à résister à cette opération menée par le front, par le FPR? Est-ce qu'elle aurait été capable de s'en sortir seule? Alors, il faut bien voir que l'armée rwandaise n'a jamais combattu. L'armée rwandaise, depuis qu'elle existe, depuis l'indépendance, n'a jamais eu à faire face à quoi que ce soit. Il y avait eu, au début des années 60, quelques incursions de réfugiés Tutsis, mais ça se passait plutôt dans le sud, à partir du Burundi, dans le Bugesera, qui avait été vite neutralisé par l'armée rwandaise de l'époque, la force publique. Et puis, mais depuis, il ne se passait plus rien, il n'y avait pas vraiment combattu. À l'inverse, l'armée ougandaise était en guerre depuis des années. Il y avait la guerre du Bush, qu'on appelait ça, une guerre atroce qui avait commis des horreurs dans l'est de l'Ouganda, où Kagame avait fait ses armes. Et donc les troupes du FPR étaient des troupes aguerries, alors que l'armée rwandaise ne l'était pas. À l'inverse, l'armée rwandaise disposait de quelques belles unités qui ont fait la différence au moment de la guerre d'octobre, et en particulier des hélicoptères d'attaque. La France avait formé des pilotes d'hélicoptères de grande qualité. Elle continue à les former, puisqu'il y avait des instructeurs français qui étaient présents au Rwanda en 1990, qui avaient formé des pilotes de très très grande qualité, qui ont à eux seuls bloqué l'attaque du FPR
sur le terrain, en quelque sorte, qui l'ont arrêté, ils l'ont ralenti avant qu'ils arrivent à Kigali. Dans le même temps, Mobutu, qui était un allié, le président Mobutu, le président du Zaïre à l'époque, était un allié indéfectible du président rwandais, lui a envoyé sa division spéciale présidentielle, 2 bataillons, je crois, qui sont intervenus à Kigali et qui très rapidement ont quitté Kigali pour monter au front, qui ont repris Gabiro, on a vu ça sur tous les écrans de télévision, le pillage des guest house de Gabiro par les Zaïrois, avant de repartir dans des conditions un peu mystérieuses au Zaïre. Mais ces 2 mouvements, l'attaque des hélicoptères rwandais et la contre-offensive de la division spéciale présidentielle zaïroise, ont suffi à mettre à mal le Front patriotique rwandais, l'armée patriotique rwandaise, plus exactement, d'autant que ses chefs avaient été tués. Fred Rugema, le vice-ministre de la Défense ougandais, qui était un Tutsi rwandais qui commandait l'attaque de 90, a été tué dans des conditions qui ne sont toujours pas élucidées dans les tout premiers jours de l'attaque. Ça veut dire quoi, dans des conditions toujours pas élucidées? Il y a 2 versions, comme toujours dans les affaires rwandaises. Il y a toujours 2 versions dans les dossiers difficiles rwandais. Il y a la version qui dit qu'il a été tué au combat, glorieusement, ce qui n'est pas impossible. Et l'autre version qui dit qu'il a été assassiné par ses 2 adjoints, avec lesquels il y avait un véritable débat sur le fond quant à la stratégie à suivre. En clair, l'un, alors je ne sais plus lequel dans l'ordre, l'un voulait une attaque extrêmement brutale, extrêmement rapide, pour prendre Kigali au plus tôt, de façon à limiter les représailles attendues qui seraient exercées sur la population Tutsi, comme ça avait été le cas dans les années 60 par exemple. Les autres voulaient au contraire, ayant bien pris la mesure qu'il leur était difficile de parvenir à cette attaque rapidement, déployer une stratégie de grignotage longue et coûteuse et difficile qui inévitablement laisserait le temps à la population Hutu d'exercer des représailles sur les minorités Tutsi, comme cela est annoncé depuis les années 60. Donc c'est dans ce débat que Fred Rugema aurait été tué dans un premier temps, et à la suite de quoi ces 2 adjoints auraient été exécutés après être passés devant un tribunal populaire de l'armée ougandaise ou du FPR. Alors, vous venez de dire le sujet qui fâche. En réalité, c'est donc à partir de 1960, les Tutsis répètent souvent qu'ils ont été victimes de pogroms, entre guillemets, causant parfois la mort de milliers de Tutsis tués par des Hutus dans des agitations intérieures de la vie rwandaise. Et la version officielle de l'univers Kagame, on va dire ça comme ça, c'est que dès les années 60, un projet de génocide existe et les Hutus, en tout cas une fraction des Hutus, a la ferme intention de liquider les Tutsis pour faire de la purification ethnique en réalité. Quel crédit peut-on donner à cette théorie qui est comme un peu au cœur des débats sur la responsabilité française au Rwanda? Alors, il faut revenir pour être au début des années 60, comme vous le dites, où dès qu'un certain nombre de Tutsis se sont réfugiés au Burundi, en Ouganda, à la suite de la révolution sociale de 59-60, il y a eu des tentatives d'incursion au Rwanda pour reprendre le pouvoir au Rwanda, qui avait été dévolu aux Hutus. Ces incursions, à chaque fois, ont amené des représailles sur la population Tutsi qui vivait au Rwanda et que les Hutus accusaient d'être complices avec les agresseurs. Bon, les chiffres ne sont pas tout à fait cela. Il n'y avait pas, à cette époque-là, dans les années 60, je ne pense pas que les victimes se comptaient par milliers. Mais il y a eu effectivement des massacres, des pogroms, et des choses qui étaient insupportables. Et ça a été officialisé en quelque sorte par le président de la République rwandaise de l'époque, qui en mai 1966, si je ne me trompe pas, leur dit dans un discours qui est bien connu aujourd'hui, qui dit « Mais qu'est-ce que vous attendez, les Tutsis, qu'est-ce que vous espérez de ces attaques? Si par ailleurs vous arriviez à prendre le pouvoir, vous trouveriez un pays où il n'y aurait plus aucun Tutsi vivant. » Donc c'est la sacralisation, j'allais dire, de la stratégie de la représaille par le gouvernement rwandais de Kayibanda, Kayibanda qui sera démis et poussé à la porte en 1973 par le général Habyarimana. Mais de 73 à 90, il n'y a pas eu le moindre pogrom, il n'y a pas eu le moindre Tutsi massacré parce qu'il était Tutsi. C'était pas du tout
Habyarimana passait pour le protecteur des Tutsis à l'époque. Il passait pour celui qui avait ramené une paix. Alors une paix qu'on peut discuter sous le signe des quotas ethniques, etc., etc. Mais les Tutsis vivaient en paix au Rwanda, ils prospéraient. Alors c'est sûr qu'ils n'avaient pas accès aux fonctions régaliennes, qu'ils pouvaient ici ou là subir quelques discriminations au niveau scolaire et autres, mais apparemment les 15% de places dans les universités, dans les écoles ne leur suffisaient pas. Donc il y a tous ces systèmes de quotas, ça prête toujours, c'est toujours l'occasion de discussion et de contestation, bien entendu. Mais globalement, de 73 à 90, les Tutsis de l'intérieur n'étaient pas menacés. D'ailleurs, la dernière reine du Rwanda, Rosalie Gikanda, la dernière Mwami Kazi, la dernière femme du Mwami, vivait au Rwanda, dans la région de Butare. C'était une femme qui était considérée, aimée et respectée par tous. Et je dirais à elle seule, d'ailleurs, elle apportait la preuve qu'on pouvait être Tutsi et vivre au Rwanda sous le pouvoir d'Habyarimana. Je crois que son neveu ne lui a pas pardonné ça. On dit que, quand même, que sous Habyarimana, effectivement, les Tutsis étaient globalement plutôt protégés, en partie pour des raisons économiques, c'est qu'il y a des grandes fortunes Tutsis, mais certains se plaignaient qu'il y ait des assassinats jamais élucidés ou tolérés, des assassinats de Tutsis par des Hutus. Est-ce que ça vous parle ou Alors les seuls assassinats qu'on reprochait à Habyarimana de mémoire, c'était les assassinats des politiques de la Première République, c'est-à-dire des Hutus de la Première République, du président Kayibanda et de ses ministres. Parce que on met en avant aujourd'hui l'antagonisme Hutu-Tutsi, mais c'était peu de choses finalement entre l'antagonisme qui existait entre les Hutus du Nord, les Bakiga, et les Hutus du Sud, les Banyarwanda. Les Hutus du Sud avaient dominé la Première République avec Kayibanda, etc. Ils ont été mis en prison, ils sont morts dans des conditions là aussi très contestables sous Habyarimana, et on reprochait à Habyarimana cet assassinat. Je n'ai pas connaissance. J'ai demandé plusieurs fois à certains qui revendiquaient les assassinats de Tutsis sur Habyarimana qu'on m'indique des noms de Tutsis qui auraient été assassinés sur Habyarimana. Je n'ai pas réussi à obtenir de noms, je ne crois pas qu'il y en ait eu. S'il y a eu des assassinats de Tutsis, c'était pas parce qu'ils étaient Tutsis, c'était pour autre chose apparemment. Pour finir la description de ce Rwanda d'avant la guerre de 90, il y a cette tension qu'on vient de décrire entre Tutsi et Hutu, avec une minorité Tutsi qui est généralement une minorité d'éleveurs. Enfin, les Tutsis ne sont pas des paysans, c'est pas des agriculteurs, c'est des éleveurs, ce qui leur permet de s'enrichir. Il y a eu une élite économique Tutsi qui a suscité quand même pas mal de convoitises de la part notamment des milices Hutus que Habyarimana a laissé prospérer. Est-ce que ça se sentait à l'époque quand vous y étiez? Il est évident, quand je suis arrivé en 90, qu'il y avait une certaine élite Tutsi qui d'abord avait prospéré économiquement. Les grandes sociétés comme la BACA en particulier, qui était la banque centrale du Rwanda, d'autres sociétés étaient dirigées par des Tutsis principalement, qui sont partis en partie au FPR ou qui ont financé le FPR grâce à la prospérité qu'ils avaient. Et s'ils étaient discriminés, entre guillemets, pour ce qui concerne les fonctions régaliennes, police, gendarmerie, justice, préfectorale, etc., qu'il a été grosso modo, principalement occupés par des Hutus. Économiquement, les Tutsis tenaient le haut du pavé, et ça leur a permis d'ailleurs de financer le mouvement FPR par la suite. Les principaux leaders FPR, comme Pasteur Bizimungu, qui était le poste-parole du FPR en 90 et qui deviendra le premier président de la République rwandaise après le génocide, était un homme, un acteur économique important. Valence Kogigua également. Donc tous ces gens-là qui dominaient le pays économiquement, qui en fait avaient le véritable pouvoir, parce que c'est l'économie qui dirige un pays, ont voulu en plus le pouvoir économique pour finaliser tous leurs projets. Politique. Dans la pratique, on se met donc dans la position, nous sommes le 28 septembre 90, c'est-à-dire quelques jours avant le début des opérations du FPR sur le territoire rwandais. Est-ce que Habyarimana
s'attend à une attaque militaire et est-ce que à l'ambassade de France, on s'attend à une attaque militaire des Tutsis sur le territoire rwandais? Alors c'est très compliqué de répondre à cette question. Parce que comme toujours, pour toutes les attaques qui ont eu lieu pendant les 3 années qui viennent, on s'aperçoit après coup qu'il y a des gens qui savaient et qui n'ont rien dit. On s'aperçoit qu'effectivement, au cours du mois d'octobre, on entend dire oui, mais on savait qu'après la visite du pape, il se passerait quelque chose. On savait. Lors de l'attaque de Rwenzori de 93, j'étais chez des amis coopérants au sein de l'école de gendarmerie à Kigali la veille au soir encore, et on sentait bien que le boy n'était pas bien, mais on n'a pas prêté suffisamment d'attention à ce qu'il faisait. Et finalement, le boy savait qu'il y aurait une attaque le lendemain matin. Il essayait de nous le dire, mais il n'osait pas dire parce que c'était difficile pour lui de prendre parti. Il voulait que les Français qui étaient là ne soient pas impactés par ces combats. En même temps, il ne voulait pas trahir les camarades rwandais. On n'a pas su l'écouter à ce moment-là. Mais après coup, on a su qu'effectivement, le bruit courait dans Rwenzori qu'il y aurait une attaque le lendemain matin. Mais personne n'en a parlé. Alors, pour revenir à votre question du 1er octobre 90, officiellement, les autorités rwandaises attendaient une délégation du Haut Commissariat aux réfugiés avec les représentants du FPR pour choisir l'emplacement ou visiter les emplacements où ils pourraient accueillir les réfugiés, c'est-à-dire essentiellement dans le Mutara et dans le parc de la Kagera. Et officieusement, ils craignaient l'attaque qui s'est produite, quoi. À l'ambassade, est-ce qu'on était conscient de ce climat conflictuel et conscient des ambitions du FPR et soutenu par Museveni, soutenu par l'Ouganda? Alors, je ne me souviens pas qu'on ait analysé exactement quels étaient les buts du FPR dès le mois d'octobre 90. Dans un premier temps, le colonel Gagné, attaché de défense, qui était en poste depuis 2 ans, qui connaissait bien, et tout le monde, on a écouté ce que nous disaient les Rwandais. Et il se trouve qu'à l'ambassade de France, à la mission militaire, à la mission civile, au centre culturel français, on avait énormément d'employés Tutsis, essentiellement. Et les Tutsis nous ont dit, dès le 1er octobre dans l'après-midi, ils nous ont dit, si le FPR attaque, on va être massacré. Et donc on a pris la dimension des risques que courait la population Tutsi de l'intérieur, parce que les Tutsis eux-mêmes sont venus nous dire « protégez-nous, sinon on va être massacrés ». Et donc la totalité des documents qui sont partis, de l'attaché de défense du colonel Gagné, qui a repris ensuite par le général Varret, puis par l'ambassadeur lui-même, l'ambassadeur de France à Kigali, a été le premier à prononcer, à écrire le mot de génocide dans un télégramme diplomatique dès 90. Pourquoi il écrit ça? Ce que vous nous dites, c'est qu'au fond, les Français étaient convaincus que lorsque les Tutsis disaient on va être massacré en cas d'attaque du FPR, on va être massacré par les Hutus en mesure de représailles, au fond vous les prenez au sérieux et vous donnez foi à leur crainte d'un génocide. Parce que c'est l'histoire de Rwanda. C'est l'histoire de Rwanda, c'est l'histoire de la sous-région. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce genre de pogroms ont eu lieu dans les années 60 en réponse aux attaques qui venaient de l'étranger. Donc c'était que la répétition de ce qui était prévu dans les années 60 et du discours de Kayibanda dont je parlais tout à l'heure. Et puis d'autre part, parce qu'il y avait déjà eu ce genre de choses, c'était passé dans le pays voisin, le Burundi, qui était le pays frère ou le pays miroir du Rwanda. Burundi qui était dirigé par des Tutsis à ce moment-là avec une forte majorité Hutu, et dans les années 72 en particulier il y a eu des pogroms épouvantables où là ce sont les Tutsis qui massacraient les Hutus, mais il y avait des centaines de milliers de morts aussi. Et ceci s'est répété de temps en temps. En 88 en particulier, lorsque le colonel Galinier, donc qui rédige les télégrammes diplomatiques de 90, lorsqu'il arrive en 88, il fait un tour en hélicoptère pour visiter son territoire, comme ça se fait, et il voit ce qui se passe au Burundi, il voit les cadavres qui se promènent dans la rivière, un massacre de masse qui s'est produit au Burundi parce qu'il y a eu une révolte de Hutus, quelque chose comme ça. Donc, ce que nous disaient les Tutsis, c'est tout à fait dans la droite ligne de tout ce qui s'est passé au sein de la sous-région depuis quelque temps. Sans parler non plus des massacres épouvantables qui avaient eu lieu en Ouganda et où M. Kagame et les siens ont pu se faire leurs premières armes, si je puis dire. Quelle est l'atmosphère dans l'ambassade de France le 2 octobre, lorsque l'attaque est déclenchée?
et on sent que le régime rwandais vacille. C'est quoi la réaction de la diplomatie française? Alors, la diplomatie française à Kigali, c'est M. Martre, l'ambassadeur, qui est un ancien de la France d'outre-mer. Il a été nommé ambassadeur dans son dernier poste. Jusqu'à présent, c'est un administrateur de la France d'outre-mer. Il a fait toute sa vie professionnelle en Afrique, il connaît bien son monde. Il a des relations privilégiées avec le chef d'État, puisque c'est son métier d'avoir des bonnes relations avec le chef d'État, qu'il apprécie parce qu'il se rend compte sur un certain nombre de points, de sujets, etc. Et l'ambassadeur transmet fidèlement à Paris les demandes du président Abiy-Ahmed. Il se trouve que le président Abiy-Ahmed n'est pas au Rwanda le 1er octobre. Le président Abiy-Ahmed est à l'ONU. Il est avec Museveni d'ailleurs pour traiter, je ne sais plus quel dossier au sein de l'ONU. Et Abiy-Ahmed passe par Paris pour revenir à Kigali dans les premiers jours du Rwanda. Donc dans les premiers jours, les 2, 3 jusqu'au 4 octobre, l'ambassade de France est sans président, si je puis dire. Elle a des contacts avec le gouvernement rwandais qui est un petit peu désemparé en attendant le retour du président. L'opération de Roi, donc c'est de mémoire 1500 hommes, c'est ça, qu'on envoie, que la France envoie le 4 octobre. Le 4 octobre au soir. Comment on fait pour décider d'envoyer 1500 hommes? Techniquement, comment on fait pour mener cette expédition? Et politiquement, l'objectif de Roi, c'est quoi? Alors, bonne question. L'objectif affiché, c'est de protéger les ressortissants français, d'assurer la sécurité des ressortissants français. La décision est prise. Alors, il y a un témoignage qui est assez intéressant, qui est celui du commandant de la frégate Duplex, si je ne me trompe pas, hein, qui trouve être un bisontin comme moi, que je connaissais bien depuis très longtemps, et qui commandait cette frégate au large du Golfe, puisque le président Mitterrand était en voyage officiel dans le Golfe, au large d'Abu Dhabi, je crois, ou de Dubaï, peu importe, c'est pas loin. Et le président Mitterrand, ce commandant de la marine, le capitaine de vaisseau de la marine, capitaine de vaisseau Pézard, a publié un article dans une revue de marins où il relate dans les conditions dans lesquelles ont été prises cette décision par le président Mitterrand. Ou le président Mitterrand qui avait autre chose en tête, parce qu'on est quand même à la veille de la guerre du Golfe. Le sujet principal de la France à ce moment-là, c'est sa participation à la guerre du Golfe, dans laquelle elle va engager la division Daguet. Alors les histoires du Rwanda, à ce moment-là, ça pèse pas bien lourd en quantité de réflexion dans l'état-major des armées et la présidence de la République. Ils ont d'autres chats à fouetter. Et le président Mitterrand semble fatigué par une journée difficile, il fait très chaud, il a rassé, et la journée, il vient d'arriver en hélicoptère, on essaye de le détendre en faisant quelques plaisanteries, au chevènement dit au président, oui, le commandant Pézard, là, il est comme moi, il est bisontin, et Mitterrand, il répond, bah, j'espère qu'il est moins têtu que vous, voilà l'ambiance, et donc Mitterrand, fatigué par ces histoires de Rwandais, dit, bon, envoyez 2 compagnies au président Abiy-Ahmed, et envoyer 2 compagnies pour rétablir l'ordre, en gros, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est pas le principal des sujets de la diplomatie française, le Rwanda, à ce moment-là. Et donc on engage l'opération Noroi en pensant que ça va durer quelques semaines et puis qu'on n'en parlera plus. Alors, donc, Noroi, les troupes françaises arrivent, il y a des troupes zaïroises en même temps. Finalement, on reprend la situation en main. Le chef du FPR disparaît. On fait venir Kagame. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de qui est Kagame, qui apparaît comme le chef du FPR à partir de début octobre de 90? Alors, octobre 90, l'offensive du FPR sur le Rwanda est un échec cuisant. Les 3 chefs qui commandaient l'opération ont été tués, ils ont perdu beaucoup d'hommes, et à la fin du mois, ils seront renvoyés en Ouganda avec perte et fracas. Beaucoup de pertes d'ailleurs, on peut imaginer que cette campagne brève ayant échoué, on s'arrêterait là. Mais c'est sans compter sur le président Museveni, qui a récupéré un de ses officiers qu'il avait envoyé aux États-Unis, qui est le major Paul Kagame, qui est le patron des services secrets ougandais, patron des services de renseignement de l'Ouganda. Donc s'il y a quelqu'un qui est en mesure d'apprécier pleinement la situation, c'est bien lui, d'autant plus qu'il est le neveu de la dernière reine. Vous savez, cette reine dont je disais tout à l'heure qu'elle vivait à Butare et respectait et aimait tout le monde. Kagame est le fils de sa sœur.
Donc il est le neveu de c'est un prince du sang. C'est un prince du sang. Il est major de l'armée ougandaise parce qu'il a fait toutes les campagnes du Bush avec Museveni et qu'il a aidé à la mise au pouvoir de Museveni. Et il a été envoyé comme officier ougandais en stage aux États-Unis à Fort Leavenworth. Il n'est pas destiné au départ à prendre la tête du front patriotique, de l'armée patriotique rwandaise, puisque Fred Guyema, qui est supérieur en grade et en ancienneté au sein de l'armée ougandaise, assume cette fonction. Mais une fois que Fred Guyema est tué, que les deux autres, Bengana et Bugenzi ou quelque chose comme ça, ont été tués, Museveni se doit de trouver un chef pour cette armée patriotique rwandaise parce que Museveni n'a pas l'intention de s'en tenir là. Et il rappelle Kagame de Fort Leavenworth qui rentre des États-Unis, qui revient en Ouganda pour prendre le commandement de l'armée patriotique rwandaise. Est-ce que Kagame noue des relations aux États-Unis avec les services américains? On peut le penser, parce qu'on verra que tout au long des 3 années, des 4 années qui suivent, il y aura un officier américain à côté de lui. Il y aura un type qui s'appelle Roger Winter, qui n'est pas un militaire de carrière, mais qui est plutôt un diplomate, etc., qui va être très très proche de Kagame. Donc on a le sentiment que dans toute la stratégie qui sera adoptée par le Front patriotique rwandais, non seulement la stratégie militaire, mais aussi la stratégie de communication, qui est extrêmement importante et qui sera remarquablement bien menée. Kagame n'est pas tout seul, les spin doctors américains ne sont pas très loin. Lorsque Museveni, au fond, fait revenir Kagame des États-Unis, où il est en mission auprès de l'armée américaine, lorsqu'il le fait revenir, est-ce que on peut penser aujourd'hui ou pas que, au fond, il y a déjà le dessein de bouter la France hors du Rwanda dans l'esprit des Anglo-Américains, dans l'esprit de Museveni, dans l'esprit de Kagame? Est-ce qu'il y a une visée politique déjà à l'époque, selon vous? Alors, il faut se replacer dans le contexte géopolitique. 90, comme dirait la Palisse, c'était l'année qui a suivi 89, la chute du mur de Berlin. Donc en 90, les États-Unis sont la seule puissance d'envergure mondiale. Et depuis 45 au moins, on sait qu'ils veulent mettre fin aux empires coloniaux. Alors ils ont mis fin aux empires coloniaux stricto sensu jusqu'en 1962, même un peu après si on pense aux Portugais. Mais il y a quand même ce qu'on appelle la France-Afrique, dont les liens privilégiés avec la France sont précarés, qui ont été étendus au Rwanda, qui au départ ne faisait pas partie du précaré, mais qui a été rajouté en 1975, je veux dire, par la politique de Giscard d'Estaing. Ils ont décidé de mettre fin à tout ça, d'autant qu'on n'a pas conscience en 90 quand on est sur le terrain. On découvrira beaucoup plus tard que finalement l'objectif, c'est pas le Rwanda. Le Rwanda, ce n'est qu'une porte d'entrée pour accéder aux mines du Kivu, à la richesse incroyable du Congo voisin, enfin qui s'appelle le Zaïre à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on verra dans toute la stratégie qui sera adoptée par Kagame, il suffit de voir ses axes de progression et les choix qu'il aura fait, pour voir qu'il va pousser toute la population française, toute la population rwandaise au Zaïre, et en particulier dans la région du Kivu, de façon à ce qu'il soit définitivement admis par tout un chacun que le Kivu, qui est peuplé par des Rwandais, c'est une province rwandaise, etc. Et aujourd'hui, en 2024, la question est toujours posée par certains de savoir s'il faut rattacher ou non le Kivu au Rwanda. Le président de la République française s'est prononcé récemment, pas plus tard qu'hier, semble-t-il, en disant qu'il fallait respecter les frontières du Zaïre. Ce qui n'est pas forcément ce que souhaitait Sarkozy à l'époque, et pas forcément ce que souhaitent les Américains. Mais je ne sais pas où en sont les Américains aujourd'hui. Là, on fait de l'Uchronie, comme on dit. Est-ce que quand la guerre éclate, les diplomates français dont vous faites partie, en poste à Kigali, ou les diplomates français en poste au Quai d'Orsay à Paris, sont conscients que commence une opération qui est peut-être la première opération post-guerre froide en Afrique, où les États-Unis vont utiliser des pions pour bousculer les intérêts français sur place. Est-ce que vous mesurez à l'époque que quelque chose commence
qui va durer et qui est d'ampleur? Alors moi, à Kigali, j'ai le nez dans le guidon, comme disent les sportifs. J'ai un travail quotidien à faire. Je n'ai pas cette analyse géopolitique à ce point-là. Il semblerait que Mitterrand avait compris, lui, puisqu'il avait dit si on laisse tomber le Rwanda, ça sera le premier domino qui va tomber. Et si on regarde ce qui se passe aujourd'hui en 2024, après le Rwanda, tout de suite après est tombé le Zaïre-Congo, après la Centrafrique, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, on parle du Sénégal maintenant. Donc il semblerait que Mitterrand avait une vision des choses que nous, sur le terrain, nous n'avions pas, à l'évidence. Noroy arrive, donc pour en revenir, les troupes françaises et zaïroises boutent les rebelles rwandais. Pas les troupes françaises. Les troupes françaises n'ont jamais participé à quoi que ce soit en 90. En 90, les troupes françaises sont restées cantonnées à la capitale et à l'aéroport. Elles tenaient l'aéroport parce que c'était la seule possibilité d'évacuer les ressortissants français en cas de besoin. Et elles tenaient l'école française et quelques lieux de regroupement des Français. Donc ni les Français, ni les Belges d'ailleurs, qui nous ont rejoints dans cette mission, n'ont quitté la capitale. Les seuls qui ont combattu le Front patriotique rwandais, ce sont les Zaïrois et les Rwandais. Avec succès. Avec succès. Kagame prend la tête du FPR. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans les mois qui suivent la reprise en main du FPR par Kagame? Alors, ce qu'il faudrait, c'est ça qui est un petit peu curieux, c'est que dans cette guerre où Kagame a décidé de tout, à partir du 5 ou 6 octobre 90 à peu près, il a décidé des offensives, des reprises d'offensives, des ruptures de cessez-le-feu, etc. Personne n'étudie l'action de Kagame. Personne n'a jamais étudié la stratégie du Front patriotique rwandais pendant cette guerre. Alors que c'est eux qui ont tout créé. Le gouvernement rwandais n'a fait que subir et réagir, mal en général. Très mal à la fin, en 1994, mais il n'a fait que réagir. Et je n'ai pas de renseignements précis, je n'ai d'éléments à apporter que ce que j'ai vu, moi, sur le terrain, après coup, quoi. De voir que Kagame relançait un coup d'épée en janvier 91 sur la ville de Rwenzori, simplement pour rappeler à ceux qui auraient pu le croire que la guerre de 90 n'était pas terminée, mais aussi pour récupérer certains hommes politiques qui étaient en prison à Rwenzori, dont le major Lizinde, qui était un pion important dans l'état-major de Kagame jusqu'en 1994 pour conduire à la déstabilisation du Rwanda. Donc il y a ce coup d'épée 24 heures, 36 heures sur Rwenzori en 91, et toute l'année 91, Kagame va faire effort de reconstituer son armée qui a été durement éprouvée en 90. Donc l'année 91, c'est une année de recomposition des forces, en quelque sorte, hein, où le gouvernement rwandais mobilise à tout va et multiplie son armée par 4 ou 5, dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes, parce qu'il aura une armée de gens qui ne sont pas formés, pas aguerris, mal commandés, etc. Et Kagame, de son côté, lui aussi, recomplète ses troupes. Et la véritable offensive significative aura lieu qu'à l'été 92, sur Byumba, où Kagame, à ce moment-là, c'est en 92 seulement que Kagame prendra pied véritablement au Rwanda. Jusque-là, il n'a fait que des apparitions furtives et il était repoussé et rejeté en Ouganda. En 92, il prendra pied au Rwanda, il pourra installer son état-major dans l'ancienne usine AT de Mulindi et quitter les casernes de Mbarara en Ouganda. À ce moment-là, donc l'été 92, les troupes françaises sont encore au Rwanda. Noroy restera au Rwanda jusqu'aux accords de paix, puisqu'il y a en quelque sorte un deal qui s'est installé entre Mitterrand et le président Habyarimana, pour autant qu'on puisse le savoir. Mitterrand lui disant, bon ben, conformément à vos propres souhaits et conformément à ce que vous avez accepté du discours de la Baule, vous allez démocratiser le pays, vous allez mettre en place un gouvernement multipartite. Et effectivement, ça sera le cas à partir de l'été 92, au moment pratiquement où se joue l'offensive de Byumba. Il y a sans doute une relation de cause à effet. Hein, le gouvernement rwandais est un gouvernement d'opposition au président Habyarimana. Il le restera jusqu'en 1994. Et Kagame veut absolument intervenir au Rwanda et se constituer comme un parti rwandais à part entière et non pas une émanation ougandaise.
Donc tout ça se met en place au cours de l'année 92. Toujours pour comprendre comment ça s'est joué, puisque un des grands arguments pour incriminer la France, c'est de dire, au fond, on savait qu'il y aurait un génocide, et pendant 4 ans, on n'a rien fait. Est-ce que vous vous souvenez de la perception que vous avez, de la perception que le poste de Kigali avait, de ces incursions de Kagame, de cette espèce de guérilla qu'il menait? Est-ce que vous disiez c'est épidermique, ou est-ce que vous mesuriez qu'il y avait une stratégie à long terme? Alors, d'abord, comme je l'ai dit il y a bientôt 20 ans, je crois, lors d'un colloque au Sénat, dire que la France savait, c'est d'une hypocrisie sans nom, parce que tout le monde savait. Tout le monde savait, comme nous, l'histoire du Rwanda des années 60, tout le monde savait comme nous l'histoire du Burundi des années 72, et tout le monde comme nous, que ce soit les Belges, les Anglais, non, il n'y avait pas d'ambassade anglaise à Kigali à l'époque, mais les Américains, les Allemands et les autres avaient du personnel Tutsi qui leur disait à eux la même chose qu'à nous. Voilà, donc tout le monde savait très bien que les attaques que menait le FPR à la frontière allaient provoquer des massacres à l'intérieur. Et tout le monde s'en est désintéressé, sauf nous. Nous sommes les seuls, la France, à avoir assumé nos responsabilités, que certains décrivent aujourd'hui comme lourde à Colomb. C'est vrai, c'est une lourde responsabilité, essayer d'empêcher des génocides. Est-ce que c'est une lourde responsabilité? Mais c'est toute la fierté de la France et toute notre fierté à nous d'avoir essayé de faire face à ces génocides, de l'avoir empêché. On a à peu près réussi à l'empêcher jusqu'aux accords d'Arusha. Il y a eu l'affaire de Kibilira, dont on parle beaucoup, qui a fait quelques centaines de morts, l'affaire des Bigowé, qui a fait encore quelques centaines, et puis le Bouguessera en 92, où je suis intervenu. Donc on a un total de 3000, 4000 morts à peu près, Tutsi, à l'intérieur du Rwanda. Tout le monde en parle, tous les éléments en levant, en oubliant volontiers les quelques dizaines de milliers de morts que commettait l'armée patriotique rwandaise dans le nord du Rwanda, dans le pays, sur le territoire qu'elle conquérait. Donc oui, on a pris des responsabilités, on les a assumées jusqu'aux accords d'Arusha. Une fois que les accords de paix ont été signés, on a transféré tout ça à l'ONU, et pour complaire à M. Kagame, qui exigeait le départ de la France en 1994. Si on est parti, c'était pour permettre la signature des accords de paix, parce que Kagame n'acceptait de signer que si la France partait, d'une part, et que d'autre part, si elle ne revenait pas comme troupe participant à la mission de l'ONU. Donc nous sommes partis à la demande de M. Kagame, et c'est là que nos responsabilités ont cessé. Donc on va dire quelques mots des accords d'Arusha, puisque durant l'été 93, Habyarimana et Kagame, au fond, font la paix. Normalement, c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, puisque vous y avez participé, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe et pourquoi, au fond, ça ne marche pas? Alors, moi, je suis arrivé, je peux participer aux accords, c'est un bien grand mot, je suis arrivé tout à la fin des négociations. Et pourquoi j'ai été envoyé? Parce que les anglo-saxons avaient infiniment de mal. Quand les anglo-saxons, je parle, il y a les Ougandais, il y a le FPR, il y a les Américains qui sont très proches, on pourra en parler, ne savent pas ce que c'est que la gendarmerie, ils ne comprennent pas qu'on veuille perpétuer la gendarmerie rwandaise. Alors le gouvernement rwandais demande à Paris qu'on y envoie un officier à Arusha pour expliquer ce que c'est que la gendarmerie. Et Paris, mi-93, qui n'a d'autres soucis que de se dégager de ce guêpier rwandais, répond au président Habyarimana et au gouvernement, pardon, c'est pas le président, c'est le gouvernement d'opposition qui a demandé ça, et répond en disant vous avez suffisamment d'officiers de gendarmerie français à Kigali, débrouillez-vous avec eux. Et donc le gouvernement rwandais, le gouvernement d'Agathe Uwilingiyimana, à ce moment-là, ça vient de changer. Dismas vient de passer la main à Agathe, me demande d'aller à Arusha pour expliquer ce qu'est une gendarmerie aux anglo-saxons, et leur expliquer pourquoi, dans le contexte du Rwanda actuel, il vaut mieux avoir une gendarmerie qu'une police. Donc je pars à Arusha en juin, je n'ai plus la date en tête, mais j'y resterai un mois et demi à peu près. Et j'observerai ces négociations des accords d'Arusha, avec un peu d'étonnement. C'est-à-dire j'arrive en Tanzanie,
Je suis fait officiellement partie de la délégation rwandaise, puisque c'est le gouvernement rwandais qui m'a envoyé là-bas, dirigé par Bagosora. Mais en fait, je serai beaucoup plus proche des délégations internationales, de ce qu'on appelle les facilitateurs. Les Belges, les Français, les Allemands, les Américains et compagnie. Et puis j'ai l'impression d'arriver, qu'on parle d'un autre pays. Le pays dont on parle me paraît complètement différent de celui dans lequel j'ai vécu pendant 3 ans. C'est un petit peu la faute de la délégation rwandaise. Et finalement, j'obtiendrai une certaine crédibilité lors des négociations auxquelles je pourrais participer de place en place en donnant des chiffres vrais sur les forces armées des uns et des autres. Les délégations rwandaises donnaient des chiffres erronés en espérant obtenir davantage avantages. Alors que c'est idiot, parce que les autres en face, ils savaient très précisément quels étaient les bons chiffres. Donc c'était difficile de travailler sérieusement sur des chiffres erronés. Donc moi, comme je dis les choses telles qu'elles sont, j'ai aucune raison de cacher quoi que ce soit. Je souhaite, comme tout le monde, qu'on aboutisse à des accords de paix. J'obtiens une certaine crédibilité, ça me permet de parler avec les uns, avec les autres. Pas tellement en séance officielle, puisqu'en séance officielle, je n'apparais pas beaucoup, mais surtout le soir, après les séances officielles, vous savez, il y a toujours ces moments dans les grands hôtels où résident tous les diplomates, où il y a tout un tas d'une faune qui circule, qui traîne, qui essaye de savoir ce que pensent les gens, qui essaye de les approcher, etc. Et là, effectivement, autour d'un verre de whisky, il y a beaucoup de choses qui se disent, qui se font. Et là, j'aurai des contacts avec à peu près tout le monde, avec des gens de la délégation rwandaise, comme Lando Ndasingwa, qui était un type très bien, qui était le ministre appartenant au Parti libéral Tutsi, donc le seul Tutsi du gouvernement rwandais de l'époque, qui était le frère de la patronne de la francophonie actuellement, avec lequel j'aurais d'excellents contacts. C'était un type remarquable. J'aurais des contacts avec les gens du FPR, etc. Et j'aurais des contacts avec tout le monde. Et j'aurais le sentiment que le tout, c'est qu'ils aboutissent à une signature. Pour la partie française, l'essentiel, c'est qu'on signe des accords et que la France en aille. La France a décidé de se désengager à ce moment-là du Rwanda. Il faut qu'ils signent, qu'on s'en aille. D'ailleurs, dès le lendemain des accords du 4 août 1993, la majorité des détachements des dispositifs en place français partira. Il ne restera que le roi qui partira le 15 décembre 1993 à l'arrivée des premiers éléments de la Minuar. Donc, je rentrerai à Kigali. Je ferai mon rapport à l'attaché de défense et au premier conseiller de l'ambassade. M. Martin n'est pas là à ce moment-là, donc c'est William Bunel que je vois le premier conseiller. Et on tombera tout à fait d'accord. On leur a fait signer n'importe quoi de façon à ce que la France puisse décrocher. Ça veut dire quoi? On leur a fait signer n'importe quoi? C'est-à-dire que c'est un accord qui ne peut satisfaire personne. Parce que pour les Hutus, ils donnent beaucoup trop de concessions au FPR. Et pour le FPR, ils n'en ont pas assez. Ils n'auront pas ce qu'ils voudront. À terme, le FPR ne peut pas obtenir le pouvoir total qu'il souhaite avec l'application de ces accords. Et pour les Hutus, c'est déjà beaucoup trop, en particulier sur la répartition des forces armées, des militaires, des postes de généraux, etc. Est-ce que vous, et pendant ce temps privilégié où vous arpentez les salons et les couloirs des hôtels où les discussions se font en off, est-ce que vous percevez à ce moment-là qu'il y a une stratégie du FPR qui s'est mise en marche et qui ne s'arrêtera pas? Ça, je l'ai perçu bien avant, à travers des enquêtes de police judiciaire que j'ai pu faire, en tant que coopérant au sein du ministère au sein de l'état-major de la gendarmerie. Ça, la stratégie du FPR, je l'ai bien comprise. Comment vous avez fait? Qu'est-ce que ces enquêtes de police judiciaire vous ont apporté? Alors, pour être bref, sous prétexte de donner une formation d'officier de police judiciaire à des jeunes gendarmes nouvellement recrutés, je les ai fait travailler en application sur 3 enquêtes réelles. 3 enquêtes réelles. La première, c'était l'enquête sur Janvier Africa, qui accusait le président de la République d'avoir présidé des réunions de planification du génocide, pour faire court. Le deuxième thème, c'était travailler sur les attentats qui, depuis la fin 91, ensanglentaient le pays, en frappant la population dans des lieux extrêmement peuplés, comme les marchés, les transports en commun, la poste, etc., etc. Et la troisième application, c'était sur les massacres commis par les troupes du FPR dans les zones qu'il occupait. Donc de ces trois enquêtes, que les résultats sont apparus
Il a fallu un certain temps, on les a mis en route à l'été 92, on a eu les premiers résultats qu'au début de 93, mais c'était des résultats absolument incontestables qui aujourd'hui encore sont incontestés, personne ne les conteste sérieusement, mais plus personne n'en parle. On ne les conteste pas, on les occulte. Il apparaissait clairement que le FPR provoquait des troubles et la déstabilisation du Rwanda de façon à favoriser ses offensives. Donc les offensives étaient le prétexte des troubles interethniques que le FPR avait lui-même provoqués par les attentats. Voilà. Et donc à partir de là, j'ai compris qu'il ne s'arrêterait pas. Qu'il ne s'arrêterait jamais. Et que, contrairement à ce que disait le FPR en 90, où Pasteur Bézimougou, qui était le porte-parole, avait donné des interviews en Belgique en disant qu'il luttait pour la démocratie, pour le multipartisme, que ce n'était pas du tout un parti ethnique, les réfugiés Tutsis, oui, c'était important, mais c'est pas parce qu'ils étaient Tutsis, c'est parce qu'ils étaient réfugiés, etc. Contrairement à ce que disait ce Pasteur Bézimougou, le but de Kagame, c'était d'avoir le pouvoir et tout le pouvoir. Est-ce que ça, dans votre esprit, ça aussi, l'objectif de Kagame, qui au fond de reprendre la couronne, si j'ose dire, du Rwanda sous une forme... C'est l'armée des princes qui revient au pays. Est-ce que cet objectif-là aussi, vous le conscientisez, pour utiliser un néologisme, en 92-93? Alors, oui. Oui, j'avais compris que le Front patriotique rwandais voulait restaurer le pouvoir ancien, en quelque sorte, avec tout le côté modernisme que ça avait, avec un côté de dictature extrêmement dure, copié sur ce qui se faisait à l'Est à ce moment-là, parce qu'il avait été aux États-Unis, mais il avait dû beaucoup apprendre ce qui se passait dans l'Union soviétique aussi en même temps. C'est un homme extrêmement intelligent, un stratège redoutable, qui pendant 3 ans a conduit toutes ces opérations de manière à ne jamais se heurter avec l'armée française. En 1993, après la dernière offensive sur Wangeri, s'il avait voulu pousser jusqu'en avant, il arrivait à Kigali en 3 jours. Il n'y avait plus personne en face de lui. Et l'armée française, le roi, on a mis un rideau, the thin red line, diraient les Anglais, un petit peu au nord de Kigali, pour signifier au FPR qu'il n'avance pas davantage, parce qu'on ne voulait pas qu'il prenne le pouvoir dans le sang et que ça provoque le bain de sang qu'on a vu par la suite. Et Kagame s'est arrêté. Il suffisait d'avancer, il aurait bousculé les 2 sections qui étaient en face de l'armée française, il y aurait eu quelques dizaines de morts, ça aurait impliqué la France dans un conflit, etc. Et donc il aurait eu beaucoup de mal à obtenir le départ de la France après. Kagame avait compris qu'il obtiendrait le départ de l'armée française par la diplomatie. Parce qu'il y a quelque chose que personne n'a jamais étudié non plus. On n'a jamais étudié la stratégie de Kagame, mais on n'a jamais étudié non plus les liens que Kagame avait souhaité nouer à Paris, au sein des décideurs français, où il y avait tout un parti contre l'intervention au profit de Bermina et pro-FPR. C'était qui le parti pro-Kagame à Paris? Alors je ne sais pas trop, par la suite on a bien vu que Michel Rocard, par exemple, a nourri sa haine de Mitterrand par cette affaire rwandaise. Et on a bien vu aussi par M. Carbonari que tous les réseaux protestants, enfin tous les réseaux protestants, un certain nombre de réseaux protestants étaient derrière lui et militaient pour que la France quitte ce pays qui a été dévolu au Christ roi dans les années 30, etc. C'est quel scandale. Et donc il y avait une guerre, il y a plusieurs guerres au sein de cette affaire rwandaise. Il y a la guerre des anglo-saxons et des Français, il y a les protestants contre l'église catholique. Il n'y a plus beaucoup de catholiques au Rwanda aujourd'hui. Les évangélistes ont pris une place énorme qu'ils n'avaient pas auparavant, etc. Et donc il y a beaucoup de choses derrière. Ceux qui militaient pour la fin de l'intervention française dans les sphères de dirigeants en 92-93, je ne sais pas qui c'était. Je peux vous situer, je peux citer un certain nombre d'ONG qu'on connaît bien, mais sur les hommes politiques, il y a eu un débat extrêmement intéressant qui a été fait entre la DRM et la DAS. La DRM, la Direction des renseignements militaires, qui venait de se créer et qui prenait ses renseignements sur le terrain, et la Direction des affaires stratégiques, qui prenait ses renseignements, on ne sait pas trop où, peut-être
la DGSE qui a convenu qu'elle avait ses renseignements en Ouganda, à Kampala. Il faudrait se rapprocher de l'ambassadeur actuel de France au Rwanda, qui était premier conseiller de l'ambassade à Kampala en 90-91. Tous ces gens-là, avec l'ambassadeur Gérard, qui était ambassadeur à Kampala, tous ces gens-là étaient manifestement beaucoup plus proches du FPR que d'Abiyarimana. Et bien c'est naturel, ils étaient chez eux là-bas, hein, ils étaient ensemble. Mais ils ont influencé la politique française, vraisemblablement. Alors je ne peux pas répondre à votre question qu'en donnant quelques petits exemples. Quand vous êtes en poste, que vous comprenez que, au fond, on est confronté à une stratégie de déstabilisation à long terme, soutenue par les puissances étrangères, j'imagine que vous faites des notes au Quai d'Orsay, des notes au ministère de la Défense, des notes qui remontent, des télégrammes. Moi, il ne m'appartient pas de faire des notes. Moi, il m'appartient de rendre compte à l'attaché de défense, auquel je rencontre fidèlement. Je rencontre à l'attaché de défense, je rencontre au premier conseiller, rarement à l'ambassadeur, mais de temps en temps l'ambassadeur Martre me reçoit et m'entend aussi par moment. Mais ce n'est pas moi qui écris. Officiellement, c'est l'attaché de défense, c'est le premier conseiller. Ils savent. Eux aussi savent. Ah, ils savent, pardon. La dernière conversation que j'ai, dernière conversation complète, sérieuse que j'ai avec le premier conseiller de l'ambassade, William Bunel, et avec l'attaché de défense, Bernard Cussac, on est parfaitement en phase. On est parfaitement en phase, on sait ce qui va se passer. Et d'ailleurs, Bernard Cussac, l'attaché de défense, fera tout ce qu'il pourra, et au-delà de ce qu'il devait faire, au risque d'importuner l'état-major des armées pour obtenir que la France ne parte pas en décembre 1993. Parce qu'il sait très bien qu'à partir du moment où l'armée française, pas la France, l'armée française va quitter le territoire en décembre 1993, Kagame a les mains libres et que ça va être un bain de sang. Alors, ce que vous dites pose question, parce que comment on explique qu'à l'été 1993, la France soit aussi pressée de quitter le Rwanda, de retirer ses troupes? D'où vient cette précipitation? Qui la porte? Alors qu'on sait que si la France part, il y aura un moment difficile. Alors la réponse facile, c'est vous dire que on a changé de gouvernement au printemps 1993 et que la France est entrée en cohabitation, comme l'est le Rwanda d'ailleurs depuis longtemps, et que le gouvernement Balladur est opposé à l'intervention française au Rwanda. C'est vrai. C'est vrai, mais je ne pense pas que ça soit suffisant. Il y avait des mouvements, des signes de fin de manœuvre et d'abandon de stratégie dès la fin 92. On a ressenti ça sur le terrain. On ressentait ça par la façon dont étaient traitées les demandes de moyens qu'on fournissait. Jusqu'à l'automne 92, on pouvait demander tout ce qui paraissait nécessaire à nos amis rwandais. Ça arrivait sans discussion. À partir du moment de la fin 92, c'est devenu beaucoup plus difficile. Comment vous l'expliquez? Je pense qu'il y a eu des discussions à l'état-major des armées, à Paris, un peu aux affaires étrangères, un peu partout. Hein. Et il y avait deux tendances. Il y avait la tendance on aide à Abiyarimana et la tendance il faut faciliter les choses au FPR. Donc à partir de 92, la deuxième tendance a pris le dessus. J'ai assisté il y a quelques années, j'ai participé même à des discussions au club démocratie, au Jean Jaurès, pardon, au club Jean Jaurès à Paris, un club socialiste. La Fondation Jean Jaurès. La Fondation Jean Jaurès, merci. Et où il y avait un ancien ambassadeur d'une république africaine en France, un Ivoirien, je crois, qui avait cessé de fonction, et qui nous disait, mais les gouvernements français, ils sont toujours schizophrènes. Quand il y en a un qui vous dit quelque chose aujourd'hui, vous êtes sûr que le lendemain, vous en avez un autre qui vous dira le contraire. L'affaire rwandaise, c'est ça. Vous aviez des gens à Paris, peut-être assez sainement finalement, qui n'étaient pas d'accord sur tout. Et à partir de fin 92, la tendance Kagame-FPR a pris le dessus. Est-ce que ça correspond à une influence américaine active qui a au fond renforcé le camp des pro-FPR dans les cénacles parisiens? Alors, sur le terrain, à Arusha, il est évident que l'influence américaine était omniprésente. En particulier, il y avait la numéro 2 de l'ambassade. Les États-Unis à Arusha étaient représentés en juin, juillet, août 1993
avec 13, oui, par Madame Joyce Leader, qui était le numéro 2 de l'ambassade des États-Unis à Kigali. Donc elle avait été détachée de l'ambassade des États-Unis à Kigali à Arusha, elle connaissait parfaitement le sujet, elle coachait, comme j'ai pu le voir, elle coachait littéralement les deux délégations de FPR et ougandaises. Elle était présente en permanence, elle dormait dans le même hôtel que nous, finalement, et elle travaillait le soir avec eux, etc. Alors que la France était représentée par le numéro 2 de l'ambassade de France à Dar es Salaam, un type charmant et très efficace, mais qui s'en tenait à ses fonctions, ouvertement, de facilitateur. Il coachait nullement la délégation rwandaise. Bon, il connaissait assez mal le problème rwandais. Enfin, il avait fini par le connaître un peu, mais il n'avait pas vécu. Hein, il ne connaissait pas le Rwanda. Il était extrêmement brillant par ailleurs, mais il était, sans doute sur les directions du Quai d'Orsay, il était en facilitateur, pas en acteur. Les Américains étaient en acteur. Comment réagit Habyarimana? C'est-à-dire que Habyarimana se rend bien compte, j'imagine, au bout d'un moment, qu'il est en train de perdre le soutien de la France. Alors il essaye de se battre jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout, il essaiera d'obtenir que, bon, vous partez, les militaires français partent, mais est-ce qu'ils ne peuvent pas revenir dans le cadre de la MINUAR, de la mission des Nations Unies, etc. Et il aura à peu près tout essayé, Habyarimana, pour conserver cette seule garantie véritable qu'il avait. Pas forcément pour lui, parce que je pense que j'ai eu d'autres exemples, on pourrait en parler, mais Habyarimana était très soucieux du bien-être de son peuple, beaucoup plus qu'on a bien voulu le dire, à mon avis. Et il savait très bien que tout ça allait aboutir à un bain de sang. Et s'il voulait l'armée française, ce n'était pas forcément pour sa personne, mais c'était aussi pour que le peuple rwandais ne souffre pas trop. Habyarimana, c'est à ce moment-là que, après les accords d'Arusha, qu'au fond, il favorise le développement des milices? Alors, je ne suis pas sûr qu'Habyarimana ait favorisé quoi que ce soit. Les milices ont commencé à se créer en même temps que la mise en place des partis politiques, fin 91. Quand Habyarimana a annoncé la création du multipartisme, la mise en place du multipartisme, un certain nombre de partis politiques se sont créés, et chaque parti politique s'est doté d'un service d'ordre, quoi. Qui ont évolué vers la milice. Et il a noté d'ailleurs que le parti du président Habyarimana, le MRNDD, le nouveau parti démocratique maintenant, s'est doté l'un des derniers d'une milice, l'Interamwe. L'Interamwe était les services de sécurité du parti politique, ils ont été un des derniers à apparaître, parce que le parti politique était ancien, il n'avait pas de milice auparavant, donc il n'avait pas éprouvé le besoin d'en créer une, il en a créé une quand il a vu que les autres partis en créaient une, en quelque sorte. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'après, au moment des accords d'Arusha, jusqu'aux accords d'Arusha, il y avait trois forces politiques. Il y avait le président Habyarimana, il y avait le FPR, et puis il y avait le gouvernement rwandais, pour faire bref, qui était un amalgame de différents partis d'opposition intérieure. Après les accords d'Arusha, les partis politiques intérieurs ont éclaté, se sont bipolarisés. Une partie pour Habyarimana, une partie pour Kagame. Et c'est à partir de là que les services d'ordre sont devenus de véritables milices, avec tout le côté dangereux que ça comporte. Donc vous avez, vous, assisté à l'émergence de ces milices? J'ai vu progresser ces milices, pour faire court, du simple club de foot, le petit service d'ordre, vers un service de pression sur les autres partis politiques, si vous voulez. Je n'ai pas assisté, ça s'est fait au moment où je partais, hein, au moment où j'étais à Arusha, après que je sois revenu à Arusha, au moment où je partais, je n'ai pas assisté à la bipolarisation du pays et à le durcissement de ces milices, la transformation des services des services de sécurité des partis politiques en véritables milices. Ça s'est fait au cours du dernier trimestre 93. Quand vous partez, quelle est l'ambiance à Kigali, puisque on vient d'évoquer ces milices? Habyarimana, d'une façon ou d'une autre, est un peu perdu la face avec les accords d'Arusha, qui ne lui sont pas favorables. Les milices commencent à se développer. Habyarimana doit bien s'imaginer que Kagame n'est pas satisfait, donc tout ça n'est pas très encourageant. On commence à parler des radios, notamment la radio des Mille Collines, qui jouera un rôle très important dans... Quelle est l'ambiance? Est-ce qu'on sent, quand vous partez, est-ce que
vous dites je quitte un pays qui a trouvé une paix durable, ou est-ce que vous dites ça va péter? Alors, je vais vous dire exactement ce que j'ai mon état d'esprit. Quand je suis parti, donc le 28 septembre 1993, comme il est de tradition, tout le monde vient à l'aéroport, vous dire au revoir, vous mettre dans l'avion, et on échange les banalités, normalement les banalités habituelles. Bon, je reviens l'année prochaine, tu passes chez moi en France, on se revoit. Bon, moi, j'aurais jamais dit ça. Je suis à tout un chacun, je leur disais, faites attention à vous. Faites attention à vous, ça va péter. On le savait. Et personne ne m'a dit, oh, du plaisant. Tout le monde savait qu'on rentrait dans une période extrêmement difficile, que les accords d'Arusha étaient pour le moins très difficiles à appliquer, voire complètement impossibles à appliquer, et qu'au bout du compte, la crise serait résolue par les armes, par les armes dans lesquelles Kagame serait le vainqueur, comme il avait failli l'être en janvier 1993. Au vu de ce que vous nous dites, est-ce que vous pouvez entendre qu'au fond, certains au Rwanda, notamment, disent la France a laissé faire? C'est-à-dire que vous nous avez dit les Français étaient pressés de partir, le gouvernement, l'arrivée de Balladur au pouvoir n'a pas inversé cette tendance. Vous-même, vous partez quelques semaines après les accords d'Arusha, vous vous dites ça ne va pas tenir. Est-ce qu'au fond, on ne peut pas en reprocher à la France de ne pas avoir joué son rôle de puissance coloniale? Alors, on peut, mais c'est d'une mauvaise foi incommensurable. Parce que la France, sans doute, a cédé aux pressions de M. Kagame en 1993 pour permettre la signature des accords de paix. Mais jusque-là, elle est la seule à avoir assumé des responsabilités, à avoir empêché que les crimes ne se commettent plus tôt, ou tout au moins aussi nombreux. Elle est la seule à avoir fait quelque chose. Pourquoi ne reproche rien à l'ONU, Dallaire? En 1994, quand le génocide éclate, c'est l'ONU qui est responsable de ce pays. C'est le général Dallaire, c'est pas le général Lafourcade. C'est Dallaire qui est là, un général canadien, qui commande 3000 hommes. Nous, nos rois, ça n'a jamais dépassé 500 hommes pendant 3 ans. 3000 hommes, il avait 2600 et quelques, je crois. Il n'a rien fait. Quand les Belges ont perdu 11 parachutistes, je partage leur chagrin. Chargé de la protection. Qui étaient chargés de la protection du Premier ministre. Je partage leur chagrin, leur regret. Mais d'abord, est-ce qu'ils n'auraient pas pu faire autrement et protéger un peu mieux le Premier ministre? J'en sais rien, j'y étais pas, je ne vais pas porter des jugements. Mais ils ont retiré leurs troupes parce qu'ils avaient perdu 11 hommes. Alors, ils étaient à la minuare. Personne ne reproche ça à la Belgique. C'est à la France qu'on reproche quelque chose. Alors c'est profondément injuste. On peut toujours reprocher quelque chose. Vous savez, il y a un vieux dicton qui dit, lorsque vous faites quelque chose, vous serez critiqué par tous ceux qui voulaient faire la même chose mais différemment, tous ceux qui voulaient faire le contraire, et l'immense majorité de ceux qui voulaient ne rien faire. C'est exactement le cas. La France est la seule à avoir essayé de faire quelque chose, et donc elle est critiquée par tous ceux qui voulaient faire le contraire, c'est-à-dire aider M. Kagame. Tous ceux qui voulaient faire la même chose mais différemment, c'est peut-être un petit peu les Belges, j'en suis pas sûr. Et puis surtout tous ceux qui ne voulaient rien faire, c'est-à-dire l'immense majorité du monde. Vous l'avez rencontré, le général Dallaire? Non. Non, curieusement, j'avais vu son supérieur hiérarchique, si je puis dire. Comment il s'appelait celui-là? Un général canadien qui était venu en reconnaissance au Rwanda, qui a un nom bien français. Baril, je crois. Mais oui, non. Il nous a envoyé un général canadien au cours de l'été 93 pour évaluer les besoins de la minoire, ce qu'il faudrait mettre en place la minoire. Il voulait à tout prix rencontrer un militaire français pour savoir quels étaient les moyens que nous on avait mis en place. Et donc, alors évidemment, on n'avait pas été, je sais pas, les Canadiens n'avaient pas l'habitude de prendre contact avec les Français. Donc on m'a dit brutalement, le général Baril veut voir un officier français, c'est l'ambassade qui m'a dit ça, est-ce que vous pouvez aller le voir au salon d'honneur à l'aéroport au moment où il s'en va? Bon. J'y suis allé, effectivement j'ai rencontré le général, c'était Baril je crois, hein. Général Baril qui est très cordial, enfin très cordial, n'exagérons pas, poli,
Hippolyte a écouté ce que je lui disais, il m'a demandé combien d'hommes il fallait pour maintenir l'ordre au Rwanda. Je lui ai dit, ça dépend, ça dépend des hommes, ça dépend de la catégorie des troupes. Si vous avez des troupes de valeur européenne, belge, américaine ou autre, nous on avait un gros bataillon, ça a marché. Voilà, si vous avez des troupes d'autres origines, d'autres formations, il faut voir. Voilà. Mais je n'ai jamais rencontré Dallaire. Non, Dallaire est arrivé après que je sois parti. On a beaucoup de mises en cause français dans ce dossier expliquent que Dallaire, au fond, a joué le jeu de Kagame et a protégé d'une certaine façon les opérations du FPR, facilitant le génocide qui a suivi. Puisque je fais le lien pour les auditeurs, comme vous l'avez dit, on savait qu'une intervention militaire du FPR susciterait des violences et une guerre civile. Qu'est-ce que vous dites de ce rôle de Dallaire et notamment de cet officier canadien représentant l'ONU qui au fond a fait le jeu de la stratégie anglo-saxonne favorable à l'Ouganda? Alors si vous regardez ce qui se passe, je vous donnerai un exemple précis tout à l'heure. Dallaire est ou un imbécile ou un criminel. Je ne pense pas que ce soit un imbécile. Je ne pense pas que lorsque Dallaire a validé la demande du FPR d'interdire le survol du CND, de son cantonnement, par l'avion présidentiel, je ne pense pas que Dallaire n'ait pas compris que le FPR était en train de préparer l'embuscade dans laquelle il abattrait l'avion, en obligeant cet avion à passer par un seul itinéraire. Donc Dallaire, consciemment ou inconsciemment, à lui de le dire, mais je pense que ces problèmes psychiatriques qu'il a reconnus bien après les faits, ces problèmes de conscience répondent à la question, a favorisé effectivement non seulement les affaires FPR, mais l'attentat du 6 avril 1994, qui a tué 2 présidents de la République africains et qui a déclenché le génocide. Par ailleurs, manifestement, la Minuar n'a pas su s'imposer au sein du FPR pour contrôler les véhicules qui descendaient de Mulindi pour aller au CND, dans lesquels, sous le bois, passaient beaucoup de choses, beaucoup de monde, beaucoup de matériel, dont probablement les missiles qui ont abattu l'avion. Et puis Dallaire n'a jamais contrôlé non plus ce qu'il aurait peut-être dû faire, puisqu'il le faisait pour les forces du gouvernement, n'a pas contrôlé l'armement du FPR, il n'a même pas contrôlé le recrutement, puisqu'on sait aujourd'hui que parmi les troupes qui arrivaient en uniforme au CND, beaucoup repartaient en civil dans la population et d'autres étaient remplacés par des nouvelles recrues qui prenaient leur uniforme. Donc le bataillon de 600 hommes de CND au départ s'est retrouvé à 2 ou 3 000 hommes au bout de quelques mois, quoi. Donc tout ça sous l'œil de la Minuar de M. Dallaire qui l'a toléré, quoi. Est-ce que, selon vous, l'ONU, qui intervient avec interdiction pour la France de participer à la mission de la Minuar, est-ce que, selon vous, l'ONU a couvert les événements qui ont suivi? C'est-à-dire, non pas, évidemment, les massacres à la machette de Tutsis par des Hutus, mais est-ce que l'ONU a fermé les yeux sur l'équipement des médecines Terramoué en machette? Est-ce que l'ONU a fermé les yeux sur la prospérité, j'allais dire, de l'intervention du FPR? Et est-ce que, lorsque la création de la Minuar est décidée, on sait déjà que ce sera le prétexte pour le déclenchement des hostilités au Rwanda et l'intervention ougandaise d'une certaine façon? Alors je ne sais pas ce que l'ONU avait dans la tête. L'ONU, c'est-à-dire les Américains, pour parler clairement. Je ne sais pas ce qu'ils avaient dans la tête avant 1994, mais je sais ce qu'ils ont fait après. Tout le monde le sait. Il suffit de regarder le fonctionnement du tribunal pénal international pour le Rwanda pour comprendre quels étaient les buts et les moyens mis en place par l'ONU. Quand la procureure Louise Arbour a ordonné une enquête sur l'attentat, qui rentrait tout à fait dans le cadre des missions du tribunal pénal international, elle a mis fin immédiatement à cette enquête lorsqu'il est apparu que
les auteurs de cet attentat étaient le FPR. Et pourquoi elle a été soumise à des pressions qu'elle a reconnues par la suite? Parce que bêtement, si je puis dire, ou naïvement plutôt, l'enquêteur pour les Nations Unies, Michael Reagan, qui était un enquêteur australien, si mes souvenirs sont bons, un type remarquable, a commis l'erreur de rendre compte à la procureure depuis l'ambassade des États-Unis. Donc évidemment, sa communication n'a échappé à personne. Et les États-Unis ont immédiatement fait savoir à Kagame et à tout le monde que voilà. Et on a dit à Madame de Louise Arbour, vous arrêtez cette enquête. Ce n'est pas Kagame qui a abattu l'avion. On ne veut pas que ça se sache. Qu'est-ce que Louise Arbour savait à ce moment-là, concrètement, sur l'implication de Kagame dans l'assassinat d'Habyarimana, dans l'attentat contre l'avion? Ben, elle avait les éléments que lui transmettait Reagan. Qui lui était à Kigali, qui enquêtait à Kigali sur place, et qui lui disait, enfin je n'ai pas le détail de la conversation, mais qui lui a dit que tous les éléments qu'il avait ramenaient au FPR. Donc elle avait la quasi-certitude que c'était, tout au moins ceux qui ont interrompu l'enquête, savaient ce que Reagan avait comme élément, et on considérait que c'était suffisant pour arrêter l'enquête. Est-ce qu'on en sait plus sur les éléments qu'il avait à ce moment-là? Alors je pense qu'il avait les noms des tireurs, parce qu'à Kigali, tout le monde les connaît. C'est-à-dire, dites-nous comment se fait-il qu'à Kigali, tout le monde connaisse le nom des tireurs? Alors il y a des témoignages qui ont dit que le jour de la victoire, ou la première anniversaire de la victoire, je ne sais plus quelle fête, la foule entière scandait les noms des tireurs. Et qu'à ce moment-là, on leur a dit, taisez-vous, il ne faut pas que ça se sache. Voilà. Et bon, il y a eu un certain nombre de publications. Donc ces tireurs étaient des Tutsis. Étaient des éléments du FPR, bien entendu. Des éléments du FPR. Voilà, donc on connaît les noms, ils sont généraux maintenant de l'armée rwandaise. Ils ont fait le job, hein. Ils appartenaient à l'armée rwandaise, ils ont abattu le chef de l'armée ennemie, etc. Il n'y a rien à dire. Enfin, rien à dire, ce qui concerne eux. Bien qu'ils aient tué 3 de mes amis au passage, qui étaient l'équipage, mais ça, bon, c'est un fait de guerre, donc c'est pas tout à fait la même chose que comme l'assassinat des gendarmes qui aura lieu le surlendemain. Qu'on abatte l'avion du président, je peux le comprendre, militairement parlant, qu'on ait assassiné des hommes et des femmes des armées, ça j'ai beaucoup plus de mal à l'accepter. Et pourtant, ce sont les mêmes. Dites-nous quelques mots de l'assassinat de ces gendarmes. On a déjà fait une interview sur le sujet, mais redites-nous rapidement de quoi il s'agit, puisque cette affaire vient d'être relancée par vous. Il s'agit de 2 gendarmes et d'une épouse qui habitaient non loin du cantonnement du Front patriotique rwandais, qui utilisaient des antennes radio au CND à Kigali, qui habitaient une maison où il y avait des antennes radio parce qu'ils étaient chargés du réseau de regroupement des citoyens français et des expatriés, comme on disait, et qui n'avaient rien à voir avec Rwandais, mais le FPR a pensé qu'il les espionnait. C'est ce que le Kayonga, qui commandait le bataillon FPR à Kigali, a dit au colonel Marshall de Belgique. Ceux-là, on les connaît, ils nous espionnent quand on s'occupera d'eux. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été massacrés parce qu'ils ont été d'abord désarmés et capturés et désarmés par les troupes du FPR. On a une multitude de témoins qui attestent de ça. Et ensuite, on les a retrouvés, plus personne ne les a jamais vus vivants, ils ont été exécutés. Il y a plusieurs amous, plusieurs boys qui ont témoigné de ça, semble-t-il. Voilà, tout ça parce que le FPR pensait qu'ils les espionnaient et que donc ils avaient appris quelque chose de la préparation de l'attentat du 6 avril. Leur mort est directement reliée à l'attentat du 6 avril qui a déclenché le génocide. Ça, j'en suis bien d'accord avec tous ceux qui accusent la France d'en être responsable, ce qui est, comme je l'avais dit, une ignominie. Et donc, si on enquête, c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu d'enquête sur la mort des gendarmes, parce qu'enquêter sur la mort des gendarmes, c'est faire le lien sur l'attentat, et découvrir les auteurs de la mort des gendarmes, qui sont connus de tout le monde, c'est découvrir les auteurs de l'attentat. Et comme le disait Carla Del-Ponte, si c'est Kagame qui a battu l'avion, il faut réécrire l'histoire du Rwanda. Et personne ne veut réécrire l'histoire qui a été écrite en 90 volumes au moins, la fausse histoire du génocide rwandais. Vous n'étiez plus en poste à Kigali à ce moment-là, mais vous nous dites que tout le monde connaissait le nom des tireurs à Kigali. Que les Rwandais, hein. Pas moi. Est-ce que, à votre connaissance, les diplomates français qui étaient en poste le 6 avril 1994 savaient déjà que l'attentat avait été commis par le FPR pour justifier
de la reprise en main du pays après un épisode de guerre civile? Savoir est exagéré. Ils s'en doutaient. Ils ne pouvaient que s'en douter. Surtout William Bunel, avec qui j'avais échangé avant de partir quelques mois auparavant, et qui est tout à fait sur la même longueur de moi. Si William Bunel, qui était le premier conseiller de l'ambassade de France, pouvait s'en douter, il a dû en instruire son ambassadeur, M. Marleau, qui lui était arrivé depuis relativement peu de temps au Rwanda. Il n'avait pas le recul qu'avait William Bunel, qui était le plus ancien. Donc on pouvait s'en douter, effectivement. Le savoir, non. Savoir le nom des tireurs, on l'a su que l'année suivante, si vous voulez. Mais l'implication du FPR? L'implication du FPR, c'était plus que probable. C'était je n'imagine pas étant présent au Rwanda, en apprenant la liste des morts dans l'avion, d'une part. Deuxièmement, le comportement de l'état-major rwandais, du gouvernement rwandais, les 6, 7, 8, 9 avril, complètement désemparé. Un coup d'État, quand on abat un chef d'État, il n'y a pas le vide pendant 3 jours après. Hein. Il est immédiatement remplacé par celui qui a préparé le coup d'État. Là, après la mort d'Aberemena, qu'est-ce qu'il y a eu? Le vide. Pendant quelques jours, il était remplacé par ce gouvernement intérimaire qui ressemblait à rien, dirons-le. Qui ressemblait à rien, qui n'avait pas les moyens de gouverner. Je me demande bien ce qu'il a pu gouverner, quoi. Concrètement, quand même, comment vous expliquez, au vu de cet enchaînement qui paraît logique, l'enchaînement qu'on vient de faire est évidemment à l'opposé de l'histoire officielle sur le Rwanda, mais il a le mérite de la cohérence. Comment vous expliquez que la France, que les autorités françaises défendent si mal leur bout de gras, puisque dans l'opinion mondiale, il est évident, enfin, la théorie sur laquelle la France a aidé les milices à massacrer, en tout cas à s'armer pour massacrer les Tutsis, est une espèce d'idée reçue admise, et d'ailleurs véhiculée par beaucoup de journalistes de tous horizons, on va dire, des Belges, des Français. Comment certains proches de Mitterrand ont des positions équivoques sur le sujet. Moi, j'ai pas compris la position de Bernard Kouchner sur la question du génocide rwandais. On en parlait. Comment vous interprétez, par exemple, la position de Bernard Kouchner? Alors, Bernard Kouchner, je ne le connais pas très bien. J'ai eu des échos sur sa présence à Kigali en 1994. Donc, je ne dirai rien. Ah ben si, vous avez dit trop ou pas assez. Je ne dirai rien. Bernard Kouchner, il faut rapprocher de son comportement au Kosovo aussi après. Hein. Donc Bernard Kouchner, sa compagne, Madame Okrent, sont plus américanophiles que francophiles. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est le comportement qu'il a eu au Kosovo. Il a fait le job. Alors, la France aussi était partisane. Je connais mal le Kosovo, mais en gros, la France aussi était dans le même melting pot que les Anglo-Saxons au Kosovo. Mais Bernard Kouchner était au premier plan. Et au Rwanda, il a pris le parti du vainqueur, en fait, tout simplement. Comment vous expliquez ces motivations? Parce qu'il était aussi un proche de Mitterrand. Et cette affaire rejaillit sur la postérité de Mitterrand. Il n'est pas... Enfin, je ne sais pas, je ne le connais pas suffisamment pour en parler, mais il n'est manifestement pas très attaché à la personne de Mitterrand. Il s'est approché de Mitterrand quand il avait intérêt à le faire. Il s'en est éloigné quand il avait été un homme politique, quoi, tout simplement. J'en reviens à ma question. Comment vous expliquez que les autorités françaises défendent si mal l'image de la France, l'image de l'armée française, et au fond, l'image de la France en Afrique, plus précisément? Alors l'image de la France en Afrique va se programme, parce que ça ne s'imite pas au Rwanda. Mais c'est sûr que le Rwanda, ça a été l'indication extrêmement regrettable que la France ne soutenait pas les hommes qu'elle soutenait jusqu'au bout dans la difficulté extrême, et qu'elle les abandonnait à un moment ou un autre. C'est un signal tout à fait déplorable pour les autres. Je voudrais revenir sur ce que vous aviez dit, que partout dans le monde, la France passe pour celle qui a aidé. C'est pas tout à fait vrai. Ce discours de la complicité de la France, c'est surtout en France qu'on le trouve. Quand vous lisez les auteurs canadiens, anglais, américains ou autres, bien souvent, la France est beaucoup mieux traitée que par les auteurs français. Hein.
Il y a pas mal de documentation qui sortent extrêmement intéressantes, qui ont travaillé, comme Madame Wrong en particulier, qui est une Anglaise, qui a travaillé sur les archives du FPR et sur le FPR lui-même, et sur le récit des gens du FPR, ce que ne font pas les Français. Les Français, ils passent leur temps à travailler sur la parole des victimes, qui est éminemment respectable, qu'il faut prendre en compte, bien entendu, mais à aucun moment, ils ne cherchent à savoir quelle a été, comme je le disais tout à l'heure, la stratégie du FPR, quelle a été l'action des Américains au profit du FPR, etc. Madame Wrong l'a fait, elle a traité exclusivement avec les gens, les dissidents du FPR qui racontent ce qu'ils ont fait. Il y a une autrice canadienne aussi, dont le nom m'échappe, qui est extrêmement agressive vis-à-vis du FPR, qui dit que toutes les accusations contre la France ne sont pas fondées. Donc c'est la politique de la France parce que la France, aujourd'hui, a renoué des liens avec M. Kagame, c'est le moins qu'on puisse dire. Des liens, c'est la réelle politique. Donc sur le thème de la réelle politique, on sacrifie volontiers ce qui s'est fait avant nous, d'autant que c'était fait par un homme politique qui a disparu, qui n'est plus là, des partis politiques qui ont disparu aussi. Alors ma foi, au diable, on passe tout ça à perte des profits et puis on redémarre une nouvelle amitié avec M. Kagame, quoi qu'il en coûte, quoi. Pour le mot de la fin, la stratégie de l'association France Turquoise aujourd'hui, c'est quoi? Et ce que vous attendez, c'est quoi? La stratégie de l'association France Turquoise, elle est simple, elle est résumée dans les buts de l'association tels qu'ils sont déclarés, c'est défendre les intérêts des militaires français ayant servi au Rwanda. Le principal intérêt de ces militaires, c'est de ne pas être accusés de fautes qu'ils n'ont pas commises. Donc nous défendons bec et ongle ceux qui sont attaqués, faussement attaqués. Si d'aventure il se trouvait des preuves d'une réelle culpabilité contre l'un d'entre nous, on examinerait ça de très près. Mais pour l'instant, depuis 20 ans que passe ce concert d'imprécations, d'anathèmes contre l'armée française, absolument aucune preuve tangible n'a pu être apportée. Il n'y a que des rumeurs, des on-dit, des fausses preuves, Et ils ont appliqué à ce système le théorème Pasqua. Vous connaissez le théorème Pasqua? Non, allez-y. Pasqua avait dit, alors je ne suis pas que c'est lui qui l'a dit, on prête toujours aux riches, a dit que quand vous avez un problème, il faut créer un problème dans le problème pour oublier le problème. Et là, c'est tout à fait vrai. Dans l'affaire de l'attentat du 6 avril 1994, on veut oublier ce problème de la 6 avril 1994 à partir d'un problème de la fausse boîte noire, qui n'a jamais existé d'ailleurs, mais on crée tout un montage de la boîte noire pour essayer de démontrer que ce n'est pas le FPR qui a abattu l'avion. Voilà, c'est le système. Donc on traite l'affaire des 3 jours de Bicécero pour faire oublier les 3 mois de Kagame, que Kagame a mis pour prendre Kigali, parce qu'on pourra en parler longuement aussi. Pourquoi Kagame n'a-t-il pas pris Kigali plus tôt? Parce qu'il aurait arrêté les massacres beaucoup plus tôt à ce moment-là. Donc il y a un vrai débat là. Il faudrait savoir exactement pourquoi Kagame s'est arrêté devant Kigali, comme l'avait fait jadis l'armée rouge devant Varsovie en 1944. On attend que la résistance intérieure soit massacrée pour pouvoir installer un pouvoir à sa dévotion, etc. Bon, merci de cette grande disponibilité. On est dans les temps. Dites merci. Dites au revoir aux gens. Ah pardon. J'ai cru que vous aviez coupé. Eh bien au revoir tout le monde, à bientôt.